Vous aussi, vous rencontrez des difficultés pour joindre vos clients? Tout comme Arthur et ses agents qui doivent jongler entre demandes entrantes et fichiers de prospection à contacter. Oui, mais voilà, aujourd'hui, plus personne ne répond. Le durcissement de la réglementation n'a pas aidé. Ajoutez à cela les enjeux de réitération et de résolution au premier contact, ça fait beaucoup à gérer pour Arthur et son équipe. Résultat, ses agents sont découragés, ses clients en colère et les KPI de l'entreprise dans le rouge. Le rêve pour Arthur et ses clients? Des contacts identifiés et distribués directement à leurs conseillers préférés. Des équipes mutualisées qui peuvent gérer simplement entrants et sortants au sein d'une même interface ergonomique. Des fichiers d'appel travaillés intelligemment. Grâce à Nixis, soyez conforme à la réglementation, performant dans vos KPI et garant d'une expérience client exceptionnelle. Bonjour à tous et bienvenue sur ce live. On va vous laisser arriver tout doucement. On est le 3 juillet, dernière ligne droite avant les congés d'été. N'hésitez pas à nous dire si vous êtes plutôt juillettiste ou haussien. Ici, ce sera plutôt août. Pour ce nouveau webinaire, je suis accompagnée de Luc Jacobs, notre CEO Nixis. Bonjour Luc. Bonjour à tous. Comme vous avez pu le voir dans cette petite vidéo, depuis plusieurs années, pour optimiser l'expérience client et la productivité, on a à cœur de vous permettre, avec Nixis, de pouvoir faire du call blending sur de l'entrant, sur du sortant. Depuis quelques années, depuis quelques mois, on a une nouvelle composante qui est rentrée dans la danse. Je pense évidemment à l'IA. À moins d'avoir passé les derniers mois dans une grotte ou dans un ashram, je pense que vous ne pouvez pas être passé à côté du phénomène. Donc aujourd'hui, on va essayer de voir avec Luc comment on imagine l'expérience client dans les 2 ans à venir et quelle place va occuper l'IA. Est-ce que c'est la fin des conseillers humains? Est-ce que finalement, ce sera une combinaison des deux, combinaison qu'on se veut plutôt intelligente, évidemment. Donc voilà, c'est tout ça qu'on va parcourir. Je regarde, vous êtes déjà quelques-uns arrivés. Luc, je te laisse la main. Absolument, merci beaucoup. Donc effectivement, Linda, c'est les vacances bientôt, donc je pense que c'est le moment aussi de prendre un peu quelques pas de recul et essayer d'imaginer ce qui va nous attendre dans les prochains mois, prochaines semaines, prochaines années. Bon, en Belgique, on sait qu'on perd au football, ça c'est pas la peine, je ne vais pas vous le dire, mais voilà, on va plutôt ici s'orienter sur l'expérience client. 2026, avec un peu de chance, normalement 2026 c'est la Coupe du Monde, on sera peut-être en 8e de finale, enfin on verra. Donc voilà, ici, on ne va pas vous parler, malgré la vidéo d'introduction, uniquement de la voix, on va vous parler vraiment de l'intelligence artificielle et de ce qu'elle peut apporter au niveau notamment de la communication écrite. Et l'idée, c'est effectivement que vous participiez à ce débat et que vous partagiez avec nous éventuellement vos idées, vos visions. Avant de rentrer en fait dans le vif du sujet, moi je voudrais vous parler un peu de mon expérience client à moi. Voilà, j'ai un peu plus de 50 ans et c'est plutôt une expérience client orientée années 80. Et de mes 12 à mes 16 ans à peu près, je suis passé tous les jours devant ce magasin. Alors j'imagine que ceux qui, comme moi, n'ont plus forcément 20 ans, se souviennent que le skateboard, c'est pas un truc qui a été inventé il y a 5 ou 10 ans par des jeunes. Voilà, c'est plutôt des jeunes de Californie qui ont inventé ça dans les début des années 80, 82, 84. Et donc, moi, pendant plusieurs années, je suis passé devant ce magasin qui clairement m'attirait, mais j'avais pas les moyens. Et donc, à un moment donné, vers 16 ans et demi, après 2-3 mois de travaux de jardinage, etc., pour les différents voisins, j'ai pu pousser la porte, rentrer en fait dans ce magasin. Alors, j'étais déjà rentré avant, j'avais déjà pas mal embêté le vendeur, mais qui à ce moment-là me voyait arriver avec mon argent et donc voilà, on a pu travailler ensemble. J'ai eu une vraie expérience assez intéressante puisqu'il m'a donné des cours de skateboard, il m'a inscrit à des compétitions, etc. Ça m'a beaucoup amusé. Ça amusait moins ma mère à l'époque, mais enfin voilà un petit peu. Donc l'expérience client était assez simple à l'époque. Donc il y avait effectivement de la publicité, on attirait les clients, on faisait des choses. Il y avait un parcours qui était assez simplifié. Il n'y avait pas moyen peut-être de réécrire du courrier, mais de les appeler, ils décrochaient jamais et il n'y avait évidemment aucune présence sur les réseaux sociaux. Si on c'est clair.
Tu dis? À l'époque, c'est clair que, hormis avoir les bons produits en vitrine et puis un vendeur sympa qui était convaincant, c'était un peu limité. Voilà, ça suffisait. Et puis depuis lors, les choses ont changé, mais est-ce qu'elles ont changé en mieux? Je vais passer vers la slide suivante où là, on voit en fait un écran que vous connaissez peut-être, en tout cas de vision, si vous êtes allé aux États-Unis. Il y a 23 magasins Amazon Go aux États-Unis pour le moment, qui sont en fait des magasins ils ont juste, il y a une personne à l'entrée qui est en fait un vigile et tout le reste se fait de manière automatique. Donc les plafonds sont truffés de caméras et vous n'avez plus d'expérience humaine du tout. Ça devient du pur consommable, ça devient du pur automatique. C'est un petit peu, je vais dire, la version déshumanisée de l'application Amazon en réalité. Et puis là, derrière, bah, effectivement, on n'a plus de possibilité d'interagir, si ce n'est avec le vigile pour lui demander l'heure qu'il est ou le temps qu'il fait. Ça n'a pas trop marché, ça, en France. Je crois que Carrefour avait tenté l'expérience. Oui. On n'y est pas encore. Je pense que voilà, les clients ne sont pas encore friands de ce type d'expérience totalement déshumanisée. C'est la version un petit peu améliorée du distributeur automatique, hein, dans lequel on allait chercher la gaufre au chocolat ou la canette de soda, et clairement, ça fait pas rêver. Voilà, ça fait pas rêver. Alors, il y a peut-être des gens qui ont trouvé maintenant un truc un petit peu entre les deux, c'est ça. J'imagine que vous avez, il y a aux alentours du mois d'avril-mai, on en a parlé pas mal dans les médias, été un peu témoin de cette expérience. Enfin, ça fonctionne encore toujours. Donc, Sansan est une chaîne en fait new-yorkaise de poulet frit. Donc petite chaîne, hein, c'est pas KFC, mais clairement voilà, ils ont décidé en fait d'avoir une hôtesse d'accueil qui était une personne basée aux Philippines, à Manille, dans le confort de sa maison. Alors quand on dit dans le confort de la maison, c'est assez relatif puisqu'en fait on avait, je rappelle quand il est 8 heures à New York, il est à peu près 4 heures du matin aux Philippines. Donc la pauvre dame à 4 heures du matin prenait des commandes pour du poulet frit. Mais ça se passait relativement bien et apparemment la satisfaction client est au rendez-vous. Il y a même certains clients qui préfèrent avoir une dame très accueillante et sympathique derrière un écran qu'une dame relativement moins accueillante et moins sympathique en vrai. Donc ça permet peut-être quand même de voir comment est-ce que ces services finalement qui sont fournis par des pays en voie de développement ou des pays qui sont en accélération économique pourraient se retrouver chez nous demain. Est-ce que ça va être ça l'expérience client? On se pose la question. Alors, il y a deux statistiques que moi j'aime bien montrer. C'est d'abord celle des Philippines. C'est loin de chez nous, hein. On ne peut pas y arriver en vol direct. Il faut s'arrêter soit à Bangkok, soit à Singapour. Mais c'est un pays quand même qui a pas mal vécu. Alors le Covid, vous voyez qu'ils ont pas mal souffert en 2020, mais qui a pas mal revenu. Donc ils sont aujourd'hui aux alentours des 7,5-8% de croissance par an. Et eux, ils n'ont pas de pétrole, ils n'ont pas d'idées, ils ont très peu de tourisme, à part du tourisme local et quelques Européens qui s'y perdent et quelques Américains. Mais c'est principalement du service. Donc ce sont des gens qui ne vivent que du service. Qui vendent à l'exportation. Et si on essaye d'élargir un petit peu, on se rend compte qu'en fait, dans les services disponibles, alors là, c'est un graphe qui est en anglais parce que ça avait un dit économiste, j'ai voulu garder un petit peu. On se rend compte que dans ce qui est exporté comme matériel aujourd'hui, bon, tout le monde connaît le Made in China. Hein. Je rappelle que 80% de ce que vous achetez sur Amazon ou Shein ou Temu et tous ces genres de plateformes, ça vient de Chine. Et en fait, dans les gens qui sont occupés dans la fabrication en Chine, il y en a maximum une centaine. Voilà, vous voyez là, c'est la ligne bleue sombre et claire avec et sans la Chine. Donc, c'est à peu près 120 à 150 millions de personnes qui sont dans la fabrication. Par contre, on se rend compte que dans ces économies, on a une explosion du service qui est considéré comme non exportable. Vous voyez qu'on est à peu près aux alentours des 200 millions de personnes dans les années 90 et puis on est à peu près à 700 millions aujourd'hui. Et on a en parallèle également une explosion assez importante de tous les services dits exportables. Qu'est-ce que tu entends par exportable et non exportable au niveau des services? Tu peux nous donner quelques exemples? Alors, des services non exportables, par exemple, c'est l'immobilier, hein, de l'hébergement, des choses qu'on peut faire sur place, mais qu'on ne peut pas exporter en tant que tel. Ça doit se consommer sur place. Dans les services exportables, alors on a plusieurs composantes. On a par exemple tout ce qui est bancaire, financier, etc. On a toute la partie également BPO. Je ne vais pas vous le dire s'il y en a quelques BPO à bord. Il y a même maintenant de plus en plus, on considère que le tourisme médical est un service exportable, c'est-à-dire que vous allez là-bas, vous allez aller passer quelques heures dans l'aéroport d'Istanbul, vous allez vous retrouver avec plein de gens qui ont des sacs en plastique sur la tête et des cheveux tout frais en dessous. Donc voilà un service qui s'exporte et il y a beaucoup de chances que si vous devez vous refaire les dents ou des choses comme ça, à l'avenir, vous irez plutôt éventuellement dans des pays en économie en voie de développement.
Et qu'est-ce que ça a comme conséquence? En fait, il y a une autre statistique qu'il faut croiser là-dessus, qui est une étude qui a déjà maintenant une petite année sortie par le MIT, c'est que en fait, l'IA générative, va surtout booster les gens de ces zones en forte croissance économique par rapport aux gens de chez nous. Et on se rend compte même qu'effectivement, l'IA va surtout booster les gens qui sont des débutants, donc qui connaissent peut-être pas trop votre culture, votre manière de travailler, votre façon de faire dans le système, donc plutôt moins expérimentés, qui sont soit de chez nous, soit de chez eux, mais que la différence est plus vous avez des gens, on va dire, qui sont volontaires, mais qui n'ont pas forcément les connaissances, plus l'IA apporte de la valeur. Plus vous avez des gens qui sont expérimentés, peut-être un peu plus chers, etc., moins l'IA apporte de la valeur. Donc ça, c'est un phénomène à tenir en compte, je crois, parce que ça va influencer l'expérience client du futur, et notamment l'expérience client à travers les médias autres que la voix. Ouais, finalement, c'est un peu le coach personnalisé qui se tient sur l'épaule du conseiller pour le booster et pour lui apprendre les bonnes pratiques en temps réel, quoi. Absolument. Donc, l'organisation classique des centres d'appel où on a un superviseur pour une table de 8 à 15 agents, donc c'est-à-dire qu'il peut maximum y considérer, on va dire, entre 7 et 12% de son temps à chacun d'entre eux, va être surmultiplié, c'est-à-dire qu'on aura une IA qui fera du coaching personnel, qui pourra augmenter les gens, qui pourront les aider à mieux travailler, quel que soit le média, et peut-être leur dire aussi, écoute, ça c'est une tâche qui n'est pas forcément passionnante pour toi. Par exemple, tapoter sur un clavier, on reviendra là-dessus tout à l'heure, je vais le faire à ta place. Et puis, je te dirai exactement ce que j'ai dit au client. Et si jamais j'ai un problème, je ne comprends pas tout ce qu'on me demande, à ce moment-là, tu pourras éventuellement m'aider. Ensuite, vous avez la nouvelle expérience client. Donc, c'est une autre approche évidemment du système, mais je dirais que si je reviens un petit peu à mon magasin traditionnel, avec son parcours client traditionnel, là-dedans, vous allez retrouver effectivement une expérience relativement linéaire. Vous avez un prospect qui devient un client à travers attention, intérêt, le modèle AIDA. Bon, voilà, classique. Et on se rend compte en fait que aujourd'hui, les parcours sont surtout non linéaires. Donc là, vous allez retrouver, par exemple, un exemple de parcours qu'on peut avoir dans le système et qui permet voilà, éventuellement de passer par différents médias, différentes étapes. Ça devient extrêmement complexe en fait, et ça devient de plus en plus complexe au fur et à mesure que vous avez différentes manières de générer le désir chez les gens à travers les médias sociaux, etc. Et donc, à la fin, ça devient relativement difficile à gérer pour des êtres humains normaux qui essayent de gérer des prospects et de les transformer en clients. C'est clair que ton magasin de dans le temps, là, aujourd'hui, c'est juste un point d'étape, peut-être pour essayer le produit. Et puis, la personne va repartir chez elle, va recomparer les prix et va finalement l'acheter sur le net parce que ce sera moins cher, quoi. C'est vrai qu'on le voit de plus en plus. Hein. En fait, je pense que le magasin, dans le temps des années 80, je pense qu'il n'existerait plus aujourd'hui. Le gars, il montrait tout simplement un business sur Amazon ou sur éventuellement une place de marché avec un stock dans son garage, avec quelques photos sympas, à la limite quelques copains qui font des démonstrations des planches, et puis ça suffirait pour arriver à vendre une volumétrie que dans le temps, voilà, il fallait stocker. Zut, je veux la bleue, elle n'est pas en stock. Enfin, voilà, toute une série de problématiques de logistique qu'on n'aurait sans doute plus aujourd'hui. C'est sans doute moins humain, moins passionnant, mais enfin, c'est sans doute plus efficace. Puis tu touches un marché beaucoup plus large parce que bon là, hormis les gens qui habitaient ton quartier, ça devait pas driver beaucoup de monde au-delà de la Belgique. Voilà, à l'époque, il y avait effectivement plutôt un marché de la demande qu'un marché de l'offre. Aujourd'hui, on a clairement un marché de l'offre, c'est-à-dire que l'offre, elle est pléthorique, elle est partout. La seule manière de vous différencier, c'est d'être conscient de l'expérience client que vous donnez au client et de la manière dont vous comptez différencier cette expérience client. Je pense qu'aujourd'hui, ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir dans le système. Et je pense que les gens qui, au plus vite, ils vont je vais dire, utiliser les médias comme l'intelligence artificielle pour personnaliser l'expérience client, au mieux ce sera. Alors, quand tu parles d'ailleurs de ça, c'est assez amusant parce que pour pouvoir éventuellement interagir avec le client, on utilise différentes étapes et on a quand même de plus en plus de risques. Plus il y a d'étapes, plus ça devient complexe d'avoir à un moment donné une expérience négative. Et donc d'avoir un client qui, quelque part, à travers les médias sociaux, va aller se plaindre, va aller dire que ce produit est pas mal, mais le support n'est pas du tout là, il y a un problème de fiabilité, etc. Donc on ne peut plus rien cacher au client. Alors, pour essayer de répondre un petit peu à ces besoins, on a créé un concept marketing qui s'appelle le persona, que certains utilisent sans doute, que vous connaissez peut-être pour la plupart.
qui permet un petit peu de remettre des gens dans des cases. Hein. Donc, dans le temps, on segmentait le marché, on avait 4-5 segments, on offrait éventuellement différents types d'expériences clients en fonction que c'était plutôt une expérience, on va dire, bon marché, de luxe, etc. Et puis aujourd'hui, on a des personas clients. Et là, on va souvent retrouver, on va dire, une petite dizaine. Mais en fait, ce que veut le client, c'est une expérience spécifique à ses besoins. Il veut quelque chose qui soit propre à lui, qui soit personnalisé et qui soit spécifique à ce qu'il a besoin au moment où il en a besoin, via le média, il en a besoin. Donc, tu penses qu'on pourrait avoir un parcours personnalisé pour chacun des personas? On va clairement vers ce qu'on appelle la mass customisation, c'est-à-dire c'est un concept qui date d'ailleurs déjà des années 80-90, où là on pouvait fabriquer, vous avez déjà aujourd'hui des fabricants de baskets, etc., qui font des versions spécifiques des différents modèles avec les couleurs qui vont bien. Je pense que Citroën a également essayé ça sur un certain nombre de ses modèles de voitures, et je pense qu'on va véritablement aussi dans le service vers une expérience personnalisée, une expérience qui est adaptée aux besoins du client et qui est, je vais dire, un marché d'une seule personne. D'accord? Donc, et ça, on se rend compte assez rapidement que c'est pas quelque chose qui est gérable par de l'humain. On peut pas avoir quelqu'un qui fait du CTRL-C, CTRL-V d'un message standard pour relancer éventuellement des clients, leur proposer des offres spécifiques, etc. Et donc, c'est là où la machine, évidemment, sait faire beaucoup mieux que l'homme. Ok. Un exemple tout simple. Alors ici, c'est une étude en fait qui a été publiée par mon ami Pierre-Nicolas Schwab par sa société de marketing Into the Minds, qui est assez intéressante. On a pris 30 réclamations sur TripAdvisor, qui ont été en fait générées par les clients pour des expériences type hôtel, restaurant, site à visiter. Et les réponses à ces réclamations ont été à la fois générées par des humains et par ChatGPT et jugées ensuite ces réponses par 20 marketeers et 20 hôteliers, donc des gens du métier a priori. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, en moyenne, les réponses fournies par ChatGPT sont considérées comme 252% meilleures que celles qui ont été rédigées par les humains. Et ça, selon 5 facteurs que je trouve assez intéressants. Le fait qu'on est capable de corriger l'erreur éventuellement, le fait qu'on est capable de faciliter le fait de trouver une solution, le fait de pouvoir s'excuser, c'est pas toujours quelque chose qui est facile pour un humain, le fait de faire attention évidemment à ce que les clients s'expriment et d'être crédible dans ce qu'on dit. Et là, on voit des trucs comme par exemple le fait de pouvoir corriger aux crédibilités, on a des taux relativement importants et donc on se dit à la fin, mais qu'est-ce qui reste à l'humain, quoi, tu vois c'est ce que j'allais dire, c'est un peu flippant parce qu'on se dit demain, voilà, qu'est-ce qu'on va faire de nos conseillers? Est-ce que on va encore avoir de la place ou pas? C'est-à-dire que, on va dire que, voilà, dans le domaine de la relation client, on a peut-être sans doute été trop loin dans ce que j'appelle l'application de la formule de Taylor. Taylor, le Taylorisme, c'était un gars qui avait inspiré Henry Ford au début du XXe siècle pour la construction de ses fortés et qui disait, voilà, si quelqu'un serre toujours le même boulon 8 heures par jour, à la fin, il va le serrer plus vite et sans doute mieux. Ce qui est sans doute vrai, mais on se rend compte aujourd'hui que c'est pas très motivant. Donc c'est usant, c'est pas. Et je ne vais pas vous dire que pour les millennials, donc les gens aujourd'hui qu'on essaie d'engager dans la relation client, c'est pas extrêmement motivant et leur objectif aujourd'hui, comme dans les années 60, c'est de sauver la planète, les baleines et les dauphins. D'accord? Donc, il faut trouver quelque chose où ils sont bons dedans. Et ici, j'ai fait en 4 points, une petite analyse qui dit tout simplement en quoi l'humain est bon. Il est bon dans le fait de pouvoir faire preuve d'empathie. Il est bon dans la créativité avec un peu d'entraînement. Tout comme d'ailleurs le fait de fournir un super service, d'aller jusqu'au bout des choses, d'aller jusqu'au moment où on crée vraiment l'effet waouh. Pour ça, il faut qu'ils soient un peu motivés. Et surtout de s'identifier au client, c'est-à-dire de se personnaliser, de dire oui, je peux mettre à sa place, je peux mettre dans ses chaussures. Ils sont très mauvais dans toute la partie pour effectuer des tâches répétitives. Donc ça, les tâches répétitives, même si c'est quelque chose qui permet de débrancher le cerveau, etc., à la longue, ils sont relativement mauvais. Et certainement, dans le côté de l'expérience client, ils sont aussi très mauvais. Les humains sont très mauvais dans le travail en multitâche. Alors, je sais que c'est une illusion. Les hommes un peu plus que les femmes. C'est surtout les hommes qui ne savent pas faire 2 choses en même temps. Nous, les femmes, ça va quand même beaucoup mieux. On ne sait en faire qu'une seule, malheureusement. Et surtout, on se rend compte que la productivité baisse rapidement à partir de 2 tâches, en fait. Et donc, quand je vois parfois ces centres d'appel qui se gaussent de dire, moi, mes agents sont capables de faire 3, 4, 5 chats
en parallèle, je me dis, bon sang, s'ils ne sont pas assistés par l'IA, quelle qualité doit sortir derrière? Donc, ça doit être relativement mauvais, avec une productivité qui n'est pas très intéressante. Donc, voilà, c'est aussi… Ils sont très mauvais pour être efficaces en 24/7, c'est normal, tout le monde doit dormir de 8 à 9 à 10 heures par jour. Et puis aussi, et là, c'est peut-être plus un peu branché avec l'actualité, les visions qu'on peut donner pour les millennials, agir à l'encontre de leurs croyances. Je dirais que dans le temps, il fallait un job, il fallait payer les loyers, etc. Aujourd'hui, on sait qu'on a pas mal quand même de millennials qui font le choix de plus rentrer dans l'économie classique, de partir 2 ans en voyage en vivant du couchsurfing, comme on dit toujours, donc d'aller dormir sur des sofas chez des copains pendant 2 ans, parce que c'est quelque chose qui pour eux est plus important que de ramener de l'argent. Donc agir à l'encontre de leurs croyances est de plus en plus difficile. Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, en fait, c'est assez simple. Je vois ici que les diagrammes ne sont pas bien passés, mais bon, c'est pas grave. D'ici 18 à 24 mois, clairement, nous, notre vision, c'est de dire que la majorité, 95% des requêtes sur les médias digitaux, donc chat, email, en fait, tout ce que vous utilisez comme interface homme-machine qui a plus de 10 ans, et quand je dis ça, il faut pas oublier que le clavier, ça a été inventé pour la machine à écrire en 1868 et que le clavier d'ordinateur date des années 50. Donc, en gros, mettre un humain pour répondre via un clavier à un autre humain qui lui-même pose des questions via un clavier, c'est complètement ridicule, à la fois au niveau de la productivité et même maintenant, on le voit au niveau de la qualité. Et donc, je pense que l'humain va se concentrer surtout sur la partie voix. Il vaut mieux proposer aux clients de faire un vrai échange voix productif où manifestement, voilà, ils peuvent faire une différence. Alors, avoir une communication même peut-être relativement déstructurée, à condition qu'on aide le client, de pas forcément demander de remplir un formulaire, etc., parce que je pense que tout ça peut être mieux fait par une machine. Mais pour toute la partie animale sociale, c'est important. Et je pense que malheureusement, d'ici 2030, donc d'ici 7 à 8 à 10 ans, on aura suffisamment évolué au niveau de l'IA que pour toutes ces interfaces, même vocales éventuellement, pouvoir laisser une machine. Donc, je pense que l'humain restera là pour toute la partie escalade, choses compliquées, faire preuve de créativité, d'empathie et d'humanité quelque part. Et puis, tout le reste sera laissé effectivement aux machines. Oui, donc on est plutôt en train de se dire que l'IA va laisser du temps à l'humain pour se recentrer sur des activités où il a une vraie valeur ajoutée. Et là, pour le coup, il pourra y passer du temps parce qu'il sera libéré de toutes les tâches rébarbatives, répétitives par l'IA, quoi. Absolument. Et c'est là où je pense aussi que les sociétés, si vous décidez de faire de la voix, faites-le la voix correctement, faites-la bien, faites-la qualitative, faites-la en sorte que les gens ne soient plus, je vais dire, boostés uniquement à la productivité avec des temps moyens de traitement, etc. Mais faites en sorte que quand l'humain est nécessaire, il soit bien utilisé et tout le reste, donnez-le à des machines. Aujourd'hui, ça suffit franchement amplement. Alors, pour illustrer un petit peu le propos, je vais ici présenter un cas client et puis présenter un peu une démonstration, puisque lors du dernier webinaire, on nous avait demandé une démonstration de notre outil IA. C'est un de nos clients ici qui s'appelle Agoyou. En fait, Agoyou est une place de marché sur laquelle on en avait déjà parlé par le passé, mais ici, voilà, je vous montre un peu le site internet. En 3 étapes, vous pouvez venir choisir votre déménageur. Il faut savoir qu'aux États-Unis, quand vous déménagez, donc c'est un client américain, généralement, vous déménagez pas, vous n'allez pas louer une camionnette chez Leclerc au coin de la rue. Vous allez tout simplement prendre une société qui va faire la totalité. Et donc, pour faire la totalité, parce que par là, les distances sont importantes, c'est plusieurs milliers de kilomètres, si on passe de Seattle à Chicago, de Chicago à Boston. Voilà, donc il faut évidemment un petit peu mettre les gens en concurrence. Et ça, donc on rentre ces différents détails concernant où on va, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qui a changé. Il y a même un truc assez impressionnant, c'est-à-dire qu'on peut filmer sa maison et il y a une intelligence artificielle derrière qui va définir ce que vous avez au niveau des verres, des choses, etc. et voir tout ce qui a déplacé. Voilà. Calculer le volume en fait de déménagement, quoi. Absolument, de manière automatique. Et Agoyou voulait aussi, alors ils avaient un problème, c'est qu'il n'y a que 3 étapes, mais malheureusement, ils avaient pas mal d'abandon, soit à partir de la première, de la deuxième, ou carrément la 3e étape, quand il faut aller publier effectivement la mission et faire en sorte de savoir, on va dire, ce qu'il y a à mettre à disposition, on va dire, au niveau des déménageurs. Et ici, en fait, ils nous avaient demandé de leur sortir on va dire, un robot basé sur l'intelligence artificielle qui pouvait assister à la vente. C'est-à-dire qui pouvait tout simplement aider les clients qui avaient déjà rempli un certain type d'informations partielles, éventuellement être relancés avec des SMS personnalisés.
Alors, c'est ce qu'on a fait et on a appliqué là-dessus une technique de workflow. Je ne crois pas que ça se voit. Bon, la police est un petit peu fine ici, mais en gros, dès que quelqu'un avait rentré ses données dans le système, au bout de 5 minutes maximum, il était relancé avec un SMS personnalisé qui prenait en compte les données qu'il avait rentrées dans le système, plus ce qui était à disposition dans le CRM, pour générer à travers une intelligence artificielle des SMS personnalisés pour cette personne-là, en fonction de son parcours, de sa destination, etc., etc. Vous pouvez imaginer quand même toutes les variables qui permettent de faire les choses. Si éventuellement il n'y a pas de réaction de la part du client, on sauvegardait ça en CRM et puis les gens revenaient par la suite. On avait quand même encore l'historique, puisqu'on sait qui c'était. On sait à ce moment-là est-ce qu'ils ont déjà donné comme données. Et donc l'idée, c'est de les pousser tout simplement à transformer leur panier en une vraie publication sur le système. Et derrière ces publications, après, de pouvoir attirer évidemment des déménageurs qui puissent faire des offres pour le système. L'expérience a été assez concluante puisque derrière… Donc là, je vous avais quelques exemples de SMS personnalisés que le système pouvait sortir, où clairement, vous avez une augmentation de 28% du taux de visiteurs récurrents, c'est-à-dire que les SMS personnalisés qui étaient envoyés forçaient ou incitaient les gens à revenir quand même, à compléter encore quelques informations. Puis, vous aviez un nouveau SMS encore plus personnalisé qui sortait. Ça permet aussi d'augmenter de 10% le taux de conversion des prospects. Je ne vais pas vous dire qu'aujourd'hui, avec les nouvelles réglementations, notamment en appel sortant sur la France, plus on peut convertir, mieux c'est, plus on peut personnaliser, mieux c'est aussi, et réduire de 23% les efforts des êtres humains dans le suivi client, c'est-à-dire du temps que devait passer en fait un humain dans le suivi à résultat équivalent dans le suivi des différents dossiers. Donc là, c'était extrêmement impressionnant et d'ailleurs, on a continué à pousser puisque effectivement, quand les gens de leur propre volonté partagent des images de chez eux à l'intérieur, donc on voit un peu la valeur de ce que ça a, la taille que ça a, etc. Et donc, on peut évidemment renvoyer après des SMS encore beaucoup plus personnalisés pour avoir des vraies réactions qui soient importantes. Après, s'il n'y a pas de nécessité de les appeler, ce n'était pas nécessaire, mais au bout du processus, il était possible éventuellement de dire, bon, j'aimerais quand même bien qu'un conseiller m'appelle. Donc ça, c'est un call to action relativement simple qui faisait en sorte qu'un conseiller puisse leur dire, voilà, je comprends que c'est dans 3 mois, dans 6 mois, donner des vrais conseils personnalisés. Là, encore une fois, toujours sur base des échanges qui avaient eu lieu avec l'intelligence artificielle et aussi sur base, évidemment, du coaching qu'on faisait du conseiller au moment même. Donc, toujours le bon mix entre humain et IA, quoi. Tout à fait. Une vraie augmentation de l'échange. Je dirais qu'aujourd'hui, si vos réactions par rapport à ce que vous demandent des clients consistent à envoyer des SMS standards, des emails standards, etc., vous êtes à côté de la plaque. Aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, il faut vraiment être, depuis le moment où vous avez fait votre promesse marketing jusqu'au moment à la limite où les clients sont prêts à vous quitter, il faut être personnalisé et on a alors, l'avantage, c'est que c'était des choses qui étaient relativement chères il y a quelques années. Aujourd'hui, pour relativement peu d'argent, on peut vraiment sortir des messages hyper personnalisés et hyper pointu, on va dire, de façon à avoir une vraie proposition de valeur vis-à-vis des clients. Alors, ici, je pense que voilà, j'avais une partie parce que je vois qu'il y a déjà quand même une trentaine de minutes de passé. On va peut-être, je ne sais pas s'il y a des questions spécifiques, mais moi, ce que je pensais, c'était éventuellement partager avec vous un petit peu Dialogue AI. Donc, Dialogue AI, c'est le produit Nixis qui consiste évidemment à effectuer à entraîner en fait l'intelligence artificielle pour montrer un peu comment ça se présente. Alors, je vais voir ici si je peux partager mon écran. Je ne sais pas si tu as déjà des visions sur les questions éventuellement qui sont en cours. Non, pour le moment, les gens sont studieux, il n'y a pas trop de questions, mais… Magnifique. N'hésitez pas à poser des questions parce qu'on est évidemment là pour ça. Alors, vous voyez mon écran là ? Oui. Magnifique. Donc, en fait, Dialogue AI, nous, on a essayé de simplifier au maximum. Donc, Dialogue AI est basé évidemment sur ce qu'on appelle de l'intelligence artificielle, de façon à pouvoir assez facilement rentrer dans le système, on va dire, vos informations, de pouvoir voir, voilà, ici, bon, c'est un système de démonstration, donc on n'a eu que 2 chats ce mois-ci, des requêtes. Donc, on a un tableau de bord qui permet de voir comment ça fonctionne. Vous avez également la possibilité de créer ou de venir un peu… ajuster votre intelligence artificielle. Nous, on a également des accès en background, mais par exemple ici, donc le fameux prompt qui sont en fait on va dire du briefing. Vous pouvez venir briefer votre intelligence artificielle. Et ici, moi, j'ai pris en fait un de nos clients qui s'appelle KFC. Vous connaissez peut-être tous. Donc ça, c'est l'autre grand géant du poulet frit. Ici, c'est KFC Vietnam entre autres. Et le briefing, il tient en 581 mots
sur les 4000 qu'on peut donner. Donc, on dit qui est KFC, comment est-ce qu'on gère les demandes du client, s'il y a des URL spécifiques, donc des demandes via web qu'il faut rentrer, etc. Les commandes on peut les passer, les numéros de téléphone, etc., les différents menus. Voilà, c'est un coaching, enfin, je veux dire, c'est un coaching ou un prompt relativement simple. Vous le sauvegardez dans la machine, tout simplement. Voilà, dans le système. Vous pouvez ensuite également venir télécharger des fichiers. Donc, si vous avez des fichiers standards que vous voulez télécharger, qui sont des XLS, des PDF, des textes, des CSV, des docs, etc., dans le système, vous pouvez le faire. Et avec ça, vous avez la possibilité éventuellement aussi de venir les modifier. Alors, ça peut être des fichiers qui sont fixes ou éventuellement, vous pouvez aussi télécharger ce qu'on appelle des URL. Donc, si vous avez, par exemple, des conditions générales de vente qui changent tous les 3 à 6 mois, si vous avez des choses comme des SharePoint, donc des bases de connaissances dans lesquelles se trouvent des documents et une série d'informations que le système. Donc, le système va venir en fait voir régulièrement ce qui a été changé dans ces différentes URL, va apprendre de ça. Donc, ça se passe exactement comme si vous aviez quelqu'un de junior qui rentre dans la société et puis vous décidez éventuellement de lui donner du matériel de formation. Donc, le système va apprendre. Ça va adapter sa base de connaissances interne et ça va lui permettre éventuellement aussi derrière, après, de commencer à dialoguer avec vous. Alors, pour être tout à fait franc, avant de le mettre en production, donc on a aussi également ici ce qu'on appelle une plaine de jeu dans lequel je peux éventuellement démarrer des discussions. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Vous avez la possibilité éventuellement aussi de venir personnaliser le look and feel. Voilà, assistant à KFC Nixis au niveau de sa couleur et de disponible éventuellement aussi du code spécifique JavaScript que vous pouvez venir intégrer dans le site web, votre site web. Ici, pour revenir, alors on va tout simplement démarrer une discussion. Alors, je ne sais pas si dans les questions que vous avez, donc ici c'est plutôt pour la partie bot. Bonjour, voilà. Donc on va peut-être même lui demander qui il est, je ne sais pas. J'ai faim. Bon, si c'est un assistant KFC, il devrait quand même me proposer un certain nombre de choses. Si vous voulez qu'on leur pose des questions particulières, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça pourrait être drôle. Alors, évidemment, ici, je ne vais pas lui dire que j'ai envie de manger du poulet, je vais manger des salades. Alors, on va voir ce qu'il va me répondre. Donc, voilà. Donc, évidemment, KFC est assez intelligent, comme tous les gens qui font du fast-food. Ils n'ont pas que du poulet frit, ils ont aussi des salades. Ils me les présentent ici et ils me présentent éventuellement la possibilité d'aller vers le menu directement avec une URL. Oui, mais avec des nuggets. On verra bien. Donc, voilà, je ne sais pas trop ce qu'il va nous dire dans le système. Donc voilà, donc il m'indique aussi qu'il y a la possibilité de combiner avec des nuggets, etc. dans le système. Après, on va être un peu provocatif et du McDonald's, parce qu'évidemment, c'est leur grand concurrent mondial. On va voir ce qu'il va me dire. Voilà, donc il me dit bien, désolé, mais je ne suis pas en mesure de vous aider concernant les offres de McDonald's, je suis là pour vous aider, etc., etc., etc. Donc voilà, juste pour vous montrer un petit peu la simplicité, vous avez, alors, qu'est-ce qu'on peut aussi importer dans le système? On peut évidemment y importer éventuellement un historique de tickets que vous auriez à disposition. On peut également importer de tickets de support éventuellement, à côté des documentations. On peut également, en les anonymisant correctement, prendre toute une série d'emails que vous avez peut-être déjà envoyés pour du support client, etc. Alors, ce qui est important dans le système ici, c'est que, comme vous avez vu dans le diagramme qu'on vous a montré tout à l'heure, c'est que vous avez également la possibilité, évidemment, de venir customiser ça, c'est-à-dire de faire en sorte que il puisse prendre en temps réel des données de votre CRM concernant les dernières transactions, concernant les problématiques que ce client a éventuellement eu, etc. Et il va adapter sa réponse en fonction des besoins. Voilà un petit peu. Et s'il y a des choses spécifiques, alors ça c'est quand même peut-être important. Là, je dialogue avec un chatbot, mais à terme, sans doute que j'aurai un appel avec un humain. Eh bien, en fait, dans les chats qui sont disponibles sur la plateforme, automatiquement, voilà, vous avez ici les différentes questions-réponses, les différents chats qui ont eu lieu. Vous allez retrouver ici sur le côté droit le sentiment éventuellement de la conversation, positif, négatif, neutre. Ça permet de prendre des actions. Éventuellement, les tags. Donc, c'est-à-dire, automatiquement, on peut reprendre éventuellement ici des catégories qui ont été utilisées et on peut lui demander un résumé. Ici, voilà, il va me demander 2 requêtes supplémentaires pour avoir un résumé. Et là, je vais avoir, voilà, alors, ici, il sort en anglais parce que c'est un résumé qui sort en anglais, mais je peux avoir un résumé relativement simple en 4-5 bullet points, donc en 4-5 points différents que je vais pouvoir passer à l'agent si cet agent doit peut-être éventuellement discuter par la voix avec ce client.
en plus d'avoir éventuellement les évaluations, commentaires, etc. dans le système. Voilà un petit peu de manière accélérée comment fonctionne Dialogue AI. Donc la même mécanique peut servir à la fois pour générer des messages prédéfinis pour pouvoir relancer des clients, comme chatbot peut également servir évidemment pour pouvoir coacher vos agents en temps réel si jamais c'est nécessaire. Voilà. On a une question qui est affichée, je ne sais pas si tu la vois. Donc, est-ce que les fichiers sont traités en utilisant le mode RAG? Alors oui, tout à fait. Donc on peut utiliser le mode RAG. Donc alors c'est quelqu'un qui s'y connaît déjà dans le système. Donc là, on peut venir augmenter en fait la connaissance du système. Donc tout ça est basé sur de la technologie ChatGPT, pour être tout à fait simple, ChatGPT 3.5, qui normalement a une connaissance qui se termine aux alentours de septembre 2021, parce qu'ils seront allés, je veux dire, chercher le modèle de langage sur l'internet. C'est à 10% de l'internet qui a été scanner. Et derrière, après, il faut peut-être venir rajouter de la connaissance spécifique. Et donc, effectivement, le modèle RAG peut être implémenté ici, tout comme d'ailleurs la partie circuit breaker, c'est-à-dire que si éventuellement il y a des réponses spécifiques qu'on ne veut pas que le système donne, par exemple des évaluations sur la politique, sur ce qui se passe dans l'actualité, on peut aussi lui indiquer qu'il y a soit un certain nombre de mots-clés, des insultes ou autres, ou un certain nombre d'expressions qui sont interdites. Ouais, tout à fait. A-t-on d'autres questions? N'hésitez pas si vous avez des interrogations par rapport à tout ce qu'on vient de se dire, ce que Luc vient de montrer au niveau de dialogue, par exemple. Je regarde ici dans les chats privés. Oui, ok, je vois les questions. N'hésitez pas. Hein. Donc, qu'il faut peut-être quand même retenir ici, digital, ok, l'IA est capable de faire. La voix, toujours c'est l'agent. Si vous faites moins de voix, faites mieux de voix. C'est peut-être la chose que je voudrais dire. Et derrière, après, faites-le avec un partenaire qui s'y connaît, donc entre autres Nixis, qui est capable de faire les deux, c'est-à-dire de vous assurer un vrai coaching, une vraie solution pour faire de l'IA de manière responsable. Et derrière, après, faire en sorte de pouvoir traiter la voix correctement, que ce soit la voix entrante ou la voix sortante, parce que je pense qu'effectivement, l'omnicanalité est une chose importante, mais il faut évidemment avoir cette voix intégrée dans les différents médias que vous avez utilisés pour communiquer avec vos clients. Voilà. Après, moi, dans ce que je voudrais ajouter par rapport à tout ça, c'est, vous l'aurez compris, hein, l'IA, c'est très bien, mais ça demande beaucoup d'entraînement. On voit de plus en plus des profils de formateurs, notamment dans les services clients ou chez les outsourceurs, changer un peu de casquette et devenir finalement entraîneur d'IA. Donc, c'est vraiment s'assurer déjà de bien prompter l'outil et puis surtout d'avoir cette vigilance quotidienne de regarder ce qu'il a traité, corriger si besoin, parce que c'est vrai qu'on peut vite tomber dans des débordements qu'on ne maîtrise plus et qui peuvent vraiment vite faire un bad buzz. Donc, c'est important d'avoir cette vigilance et tout ce travail de coaching de l'IA finalement. Donc ça, c'est… Absolument. C'est-à-dire que l'IA mettra en forme la manière de communiquer au client, mais vous devez quand même imaginer, comme je dis toujours, hein, c'est un génie de 250 de QI qui a 7 ans. Donc tout ce qui n'est pas interdit, il va le faire. Donc c'est super important quand même de le coacher en fait comme vous coacheriez quelqu'un qui débute. D'accord? Donc, c'est là où l'intelligence et l'humain est peut-être, c'est de dire, bon, la machine, là, elle a dit une bêtise, je vais essayer de rattraper le coup, ou je vais faire en sorte aussi qu'elle ne le dise plus à l'avenir. C'est faire en sorte vraiment d'utiliser la lance d'incendie parce que la capacité est illimitée, mais il faut toujours la diriger dans le bon sens. Et ça, il n'y a rien à faire. On aura toujours besoin de l'humain pour ça. Maintenant, moi, j'ai On a une question de Mehdi qui demande si l'IA est également proposée par Nixis pour les appels sortants. Par quelle méthode? Qualité mono prise en charge aussi. Je ne sais pas ce qu'il veut dire par qualité mono prise en charge aussi, mais oui. Donc, comment ça peut se passer? Donc, en fait, dans l'IA que propose Nixis, il y a deux possibilités. Soit on travaille en temps réel ou en temps différé, c'est-à-dire que le speech to text, hein, donc l'analyse de la conversation orale peut être fait en temps différé ou en temps réel. En temps différé, on va plutôt sortir tout ce qui est bonne pratique. Donc, par exemple, si vous avez
en appel sortant quelqu'un à côté de vous qui vend et vous vendez pas, vous dites tiens, c'est quoi son truc? Là, l'IA est capable d'aller sur base de ces enregistrements, sortir les bonnes pratiques et les partager avec le reste de l'équipe. Ça, c'est la première chose. En temps réel, le système peut également s'y proposer des réponses types. Donc, par exemple, tout ce qui est détection d'objections, tout ce qui est détection d'opportunités de vente, etc., de façon à pouvoir identifier. L'IA doit évidemment être promptée dans ce sens, hein, c'est-à-dire qu'on va lui dire, voilà, tu vas faire, ton objectif, c'est ça, tu vas faire en sorte de détecter ça, et là, on a la possibilité de venir écouter en temps réel. Et je dirais même, et je vous l'annonce ici de manière un petit peu, relativement exclusive, avant la fin de cette année, on aura une IA qui va être en temps réel capable d'extraire de la donnée structurée des conversations. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin d'avoir en fait un agent qui touche un clavier pour entrer un nom, un prénom, etc. On a juste besoin d'avoir une conversation avec quelqu'un qui se prénomme et automatiquement, il va détecter c'est un prénom, il va pouvoir le remplir à l'écran. C'est-à-dire que ça va diminuer fortement aussi le niveau de stress des agents. Vous imaginez un agent, donc déjà je disais il ne peut pas faire deux fois en même temps, mais ça veut dire que si en même temps on doit avoir une conversation intéressante, remplir un script, suivre le script, dire bonjour d'une façon, au revoir d'une façon, etc. Je pense que le mieux c'est de laisser l'agent se concentrer sur la conversation et de laisser l'IA en fait écouter la conversation en parallèle, sortir les données qui vont bien pour que ça puisse rentrer dans votre process business. Et tout le reste, en fait, l'agent ne devra plus trop, il devra avoir une conversation intéressante, mais il ne devra plus commencer à être stressé par le « Oh, juste, j'ai oublié de rentrer ». L'IA va lui rappeler « Ah, tiens, tu as oublié de demander le numéro de sécurité sociale. Tu as oublié de demander l'adresse. Tu as oublié de demander si la livraison un lundi matin, c'est correct. » Donc voilà, tout ça, c'est des choses que l'IA pourra faire de manière quasi automatique. Donc, un vrai coaching, un coaching personnel de l'agent en temps réel. Et on a Mehdi du coup qui précise ce qu'il entendait par mono, donc il demande si on est obligé d'avoir un enregistrement mono ou obligatoirement stéréo pour différencier le conseiller du client. Ouais, bonne question, Mehdi. En fait, bon, pour être tout à fait franc, jusqu'il y a quelques années, on enregistrait en mono parce qu'on se disait, ça prend moins de place. Hein, le MP3 est un peu moins, mais aujourd'hui, le terabyte de disque dur ne coûte plus rien. Et effectivement, quand on va d'office avoir un enregistrement, notamment pour de l'analyse ex post, en stéréo avec l'agent à gauche et le client à droite, par exemple, de façon à pouvoir… qu'est-ce que ça va permettre? C'est assez simple. Ça permet en fait d'identifier les parties de manière beaucoup plus efficace. L'IA peut le faire aussi quand même sur un enregistrement mono, mais évidemment, ça marchera mieux en stéréo. Et surtout aussi, ça permet d'éviter des puissances de calcul trop importantes. Parce qu'en fait, l'IA maintenant, ça doit devenir quelque chose qui ne doit pas consommer trop quand même, qui doit être relativement rentable. Et donc, si on part d'un stéréo plutôt que d'un mono, la qualité sera d'autant meilleure. On a un commentaire, on l'affiche à l'écran, donc commentaire d'Ishish qui dit que l'intelligence artificielle est actuellement capable de réaliser du parsing. Tout à fait. Tout à fait. Donc, on est capable aujourd'hui, alors nous, on travaille sur plusieurs types de modèles avec nos partenaires en recherche, notamment du whisper modifié, par exemple, donc de pouvoir passer directement de la conversation voix à de l'identification d'entités spécifiques, sans rentrer trop dans les détails. On a Alain qui nous demande si on conseillerait l'IA via chat on demand pour remplacer le Happy Call post-service après-vente, par exemple. Alors, ça, c'est une bonne question. Là, c'est plus une question de process de vente, évidemment, parce que je pense que avoir un humain, alors, on va dire comme ça. Dans un des premiers webinaires que j'ai fait, j'ai indiqué, mais pourquoi est-ce que vous en demandez encore à vos clients s'ils sont satisfaits? Vous devriez le savoir parce que vous avez suivi toute leur expérience. En fait, le happy call, c'est-à-dire avoir une personne humaine qui essaye d'amplifier le bonheur, on va dire, du client derrière en lui demandant si tout s'est bien passé, s'il est très content, etc. Je pense que ça, rien ne pourra le remplacer. Hein, comme je dis toujours, moi, je vais en vacances de temps en temps dans un petit hôtel qui est dans les Dolomites en Italie. Eux ont décidé d'avoir une expérience spécifique et à la fin du séjour, plutôt que de recevoir une carte relativement froide ou un SMS qui dit « Êtes-vous satisfait, oui ou non ?» ou une mesure NPS de 0 à 10, c'est ce que vous conseilleriez à votre beau-frère de partir en vacances, etc. C'est quand même toujours mieux quand la patronne est au comptoir et qu'elle dit « Votre séjour s'est bien passé, Monsieur Jacobs ». Et ça, je trouve que ça vaut tous les happy calls du monde. Donc, est-ce que je vais utiliser l'IA pour ça? Peut-être pas. Par contre, on peut utiliser l'IA pour suggérer quand demander la question. Et si ça n'a pas été, alors ça c'est peut-être plus important, si l'expérience n'a pas été terrible
pour une raison ou pour une autre, qui est peut-être même indépendante de votre volonté, l'IA pourrait vous suggérer éventuellement des alternatives en disant, bon, écoutez, je sais que, je dis un truc, le petit déjeuner du premier jour, c'était pas terrible parce que voilà, on avait oublié d'aller chercher des oranges, mais est-ce que, voilà, malgré tout, oui, c'est pas mal. Vous savez quoi? Pour compenser, eh ben, je vous donne une séance gratuite au spa, au jacuzzi cet après-midi. Génial. Donc, les gens sont conscients de la non-qualité qu'ils ont produite et ils sont capables de venir corriger et de venir redresser derrière. Si ça ne vient pas naturellement chez les humains, et malheureusement dans les hôtels, ça vient rarement naturellement, d'accord, ben là, l'IA pourrait le suggérer. Et ça, c'est quelque chose d'intelligent. Là, c'est de l'IA, pour moi, qui est bien utilisée. Ça reprend un peu un commentaire qui a été posté par Iclab qui nous dit que certains clients, si ce n'est la majorité, préféreront toujours passer par une interaction humaine, bien qu'il peut avoir la réponse à sa demande via le chat ou même sur un SVI. Ceci peut limiter sans doute le recours à l'IA. Et ça, c'est clair. De toute façon, quand vous utilisez de l'IA, même on a aujourd'hui des voice bots qui commencent à être plutôt bons. Ne le cachez pas, ça sert à rien. Voilà, il y a des gens qui vont préférer la facilité, la rapidité de passer par le chat ou de passer par un voice bot, et il y en a d'autres qui en effet préféreront l'humain. Et l'avantage, c'est que votre humain, il aura beaucoup plus de temps à consacrer à ces personnes-là parce que tous les autres qui préféraient être traités rapidement seront passés par le chat. Donc finalement, c'est vraiment cette combinaison des deux qui fera le succès de votre expérience client. Et on retombe encore dans la personnalisation. C'est je vais proposer à mon client la manière dont il préfère être traité en priorité. Absolument, absolument. Les gens ne lisent plus les manuels, les FAQ, etc. Donc là, je pense que l'IA peut mettre en forme ce genre de choses-là, aider jusqu'à un certain point. Mais quand le contact humain, et quelque part, le contact humain, c'est aussi un petit peu l'expérience de votre marque. Hein, donc, je pense qu'à partir du moment où les humains sont motivés et bien dirigés avec une vision claire de où vous voulez aller, je pense que ça, c'est irremplaçable. Mais donnez-le à bon escient, quoi. Donc, évitez d'utiliser les humains pour des réponses répétitives, 8 heures par jour. Clairement, ils vont produire de la non-qualité. Et malheureusement, ça ne va pas dans le bon sens. Ça nous permet d'introduire finalement le sujet du webinaire de la rentrée, Luc. Absolument, absolument. Donc nous, voilà, on va également, on arrive à quelques surprises. On va entre autres, dans la nouvelle version de Nixis NCS 3.2, introduire de l'IA pour tout ce qui est analyse de conversation. Et voilà, on a pas mal de surprises qui vont arriver. Aujourd'hui, on essaye un petit peu, voilà, de cacher ça par rapport à nos concurrents. On sait qu'ils sont pas à bord, donc on est entre nous, on est entre amis. Donc effectivement, vous aurez d'office de résumé de conversation, vous aurez de l'analyse de sentiments, vous aurez des actions promises, vous aurez du tagging, vous aurez toute une série de fonctionnalités qui sont intégrées dans la solution. Mais nous, on va aller un pas plus loin. On va aller un peu plus loin dans l'automatisation de ce fonctionnement. C'est-à-dire que quand ma cellule IA, qui fait du contrôle qualité, a détecté de la non-qualité, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour éventuellement éviter encore qu'un humain derrière doive repasser, etc. Est-ce qu'on peut proposer à l'agent un rappel? Est-ce qu'on peut proposer éventuellement une remise en production vers un superviseur, etc. Donc, on va continuer à aller dans ce sens-là et on a quelques webinaires sympas qui seront dans cette direction-là aux alentours du mois de septembre. On a une dernière question d'Alain qui nous demande si on a une stat de proportion entre le pourcentage de personnes qui préfèrent le chat à l'humain. Alors, j'ai pas trouvé d'études intéressantes. J'en ai recherché, hein, très franchement. À part donc l'étude que je vous ai montrée là d'Into the Minds où manifestement l'humain, des experts disaient que la réponse était c'est pas 10%, c'est 252%. Donc, c'est-à-dire, c'est près de 300% préféré. En tout cas, meilleur. Est-ce que les gens étaient conscients que c'était de l'humain ou pas? Peut-être pas. Mais je pense que la tendance aujourd'hui, moi je dirais aux alentours des 30% des gens disent voilà, un IA qui fonctionne bien, ça me suffit. Et nous, on a remarqué quand même que dans les pays anglo-saxons qui sont 2 à 3 ans en avance sur ce que nous on fait en vieille Europe, parmi nous, on est plus proche des 70%. Donc les gens préfèrent avoir pour certaines choses une IA bien informée en ligne qui prend des décisions, qui prend des initiatives, qui prend des actions, plutôt que d'avoir un agent qui essaye le plus rapidement possible de fermer la conversation parce qu'il doit passer à la suivante qui est déjà dans la file d'attente. Bon, nous avons tenu le timing. On a à 4 minutes de dépassement, mais voilà. Merci à tous pour votre présence, pour toutes ces questions. On espère que ça a été enrichissant pour vous. On espère qu'on vous retrouvera à la rentrée avec les nouveaux sujets que Luc vient de présenter.
Et puis en attendant, on vous souhaite un bel été, de bonnes vacances. Attention au coup de soleil, on espère qu'il va arriver à un moment donné, du moins en France. Oui. Mais bon. Merci à tous. Bonnes vacances. Merci à tous, à bientôt. Au revoir.